Bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui et bienvenue dans cette émission spéciale enregistrée depuis la 4e édition du forum Une époque formidable. C'était le 7 octobre dernier au Théâtre des Célestins à Lyon, un événement du quotidien économique La Tribune. RCF Lyon, la radio, s'associe à la présentation de cette table ronde à propos de l'infox. C'est un mot valise entre info et intox. C'est le mot français pour les fake news qui viennent aujourd'hui interroger la démocratie, propulsée par les réseaux sociaux, alimentée par le climat ambiant de défiance envers les institutions, que ce soit l'État, la science et même parfois les médias eux-mêmes. Eh bien, on a déjà pu constater l'influence de ces infox avec le référendum sur le Brexit, l'élection de Donald Trump ou encore le mouvement des Gilets jaunes. Autour de moi, pour parler de ce thème, aujourd'hui, 3 invités avec nous. Géraldine Mühlmann, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour Vous êtes à tout le monde. Professeur de sciences politiques à l'université Paris 2 Panthéon-Assas, agrégé de philosophie, de sciences politiques, et puis vous avez également publié Du journalisme en démocratie, ça a été réédité l'an dernier chez Klingsik, et puis aussi Une histoire politique du journalisme, publié en 2007, mais toujours disponible chez Point Seuil. À vos côtés, Dory Bruyas, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de Fréquence École. C'est une association qui, depuis 20 ans, se donne pour mission de développer une attitude critique des jeunes face aux médias. Fréquence École a aussi créé un événement Super Demain qui veut faire sortir de l'école l'éducation numérique, l'élargir à un public, pourquoi pas familial, concerner toute la famille. On aura évidemment l'occasion d'en reparler pendant ce débat. Et puis enfin, Thomas Huchon, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendant, vous avez travaillé notamment chez Spicy, un site d'information vidéo, de reportages et documentaires accessibles sur abonnement, pour lequel vous avez réalisé le documentaire Conspi Hunter, un faux documentaire racontant que la CIA a inventé le sida. Vous le montrez à des élèves en classe sans leur dire que c'est un faux, avant évidemment de lever le lièvre pour ensuite débattre de la fabrication des infox avec ces mêmes élèves. On aura donc l'occasion d'en reparler. Vous avez fait le tour des écoles depuis quelques années. Alors nous aurons 3 grandes parties au cours de cette émission. Tout d'abord, des questions d'étudiants qui vont introduire ce débat, également des questions du partenaire du forum Une époque formidable. Il n'y aura pas de questions du public et on va commencer ce débat par une sorte d'état des lieux de l'infox, de s'intéresser à sa production, voir si les fake news constituent une menace réelle pour le système démocratique aujourd'hui. C'est le titre de cette table ronde. Alors j'appelle à monter sur scène Mélanie Poncet et Timothy Gray, qui sont 2 étudiants en bachelor management européen et développement à Made In. C'est le pôle d'enseignement supérieur de l'Institut Sainte-Marie à Lyon. Vous pouvez les applaudir. Et donc pour préparer ce débat, on leur a demandé de s'informer via Russia Today et Sputnik News, qui sont 2 chaînes d'information russes. Et il faut savoir que ce sont les 2 seuls médias que l'Élysée a refusé d'accréditer. Alors Mélanie, Timothy, qu'est-ce que vous en avez retenu ? Alors bonjour à tous. Je vais vous parler de Sputnik. Donc, c'est une agence de presse multimédia créée en 2014 par le gouvernement russe. Ils sont considérés aujourd'hui comme une arme de propagande et c'est pour ça qu'ils n'ont pas l'accréditation auprès de l'Élysée. Bonjour, donc moi je vais vous parler donc, de RT, ce qui est l'abréviation de Russia Today, qui a été beaucoup critiqué par des personnalités et médias occidentaux, et aussi, comme vous l'avez dit, n'a pas été accrédité par l'État et la République en marche. Voilà. Alors ça fait une semaine que je suis l'actualité française à travers Sputnik. J'ai été influencée malgré moi par leur journal, non pas par leur contenu, mais par leur forme. C'est-à-dire que sur 20 articles à la une, il y en a 14 qui contiennent des titres négatifs, donc avec les mots mort, mensonge, tribunal, et j'en passe. Donc c'est avec toute cette forme et cette accumulation d'informations qui n'est pas forcément pertinente que j'ai été influencée à croire et à penser que la France est vraiment en mauvaise posture, si je peux le dire comme ça. Alors pour ma part, je vais vous parler de 3 événements majeurs qui se sont passés au cours de cette semaine. Pour commencer, la PMA pour toutes, qui a été beaucoup médiatisée par RT.
ils ont vachement développé le sujet en fait autour donc de l'avis des médecins en général, ce qu'ils disent. Après, est-ce que c'est l'avis d'un médecin ou de plusieurs? On n'en a aucune idée. Mais ils parlent donc d'une rupture anthropologique. Le deuxième événement, c'était la manifestation d'Hong Kong, donc, qui date depuis très longtemps. Donc cette information et l'information que RT nous donne autour de cet événement est vachement d'un avis politique, de sources politiques, et donc on n'a pas forcément l'avis social de ce qui se passe. Et en troisième, le budget de 2020 pour la police, qui en fait, RT nous disent finalement que il y a une manipulation autour de ce budget pour finalement qu'il n'ira pas aux agents du terrain, mais finalement à la bureaucratie de la police. Donc pour répondre à la question que vous nous avez donnée, je pense qu'en termes de médias, on n'a pas été très influencé, enfin notre avis n'a pas changé, enfin personnellement pour ma part, mais au niveau de l'information, oui, on sent une réelle différence. Donc avec cette semaine, on a une question à vous poser. C'est comment déceler les infox aujourd'hui, nous en étant jeunes, ou même à tout public. Voilà. Merci à vous. Donc voilà, ça va lancer le débat. Effectivement, ce qu'ils nous disaient, ces deux étudiants, c'est que, finalement, on ne voit pas très bien ce qui est différent. On parle de titres tragiques, de la mort, etc. Mais finalement, on pourrait regarder lemonde.fr et tomber là-dessus. Comment déceler les infox? Ce sera la première question. On va commencer avec vous, Géraldine Hunnemann. Alors, c'est la question que se posaient, ça va vous surprendre que je dise ça, les reporters du 19e siècle. Car il ne faudrait pas croire que nos questions sont absolument nouvelles. La rumeur, elle fonctionne depuis très longtemps. C'est un travers de l'esprit humain d'inventer des choses, d'y croire soi-même très fortement et de présenter ces choses comme du vrai. Les rumeurs ont toujours fait partie des sociétés humaines. Lorsque la notion de fait et d'info, de news en anglais, lorsque ces notions sont nées aux États-Unis dans la deuxième moitié du XIXe siècle, l'un des enjeux était de tordre le cou aux rumeurs. Je donne toujours un exemple très parlant. Une reporter qui est devenue une énorme star à l'époque à New York, c'était un pseudonyme Nellie Bly, en 1887 a proposé à Joseph Pulitzer, qui dirigeait le plus grand journal de New York, le New York World, et qui a donné son nom, vous le savez, au plus grand prix de journaliste des États-Unis. Elle lui a proposé d'aller vérifier une immense rumeur qui traînait à New York, et franchement, tout le monde y croyait, il y a un asile psychiatrique pour femmes à Blackwell Island, juste un petit peu plus loin, au large de Manhattan. Il s'y passe des choses horribles, mais en même temps, qu'est-ce qu'on mettait dans ce horrible? Des mauvais traitements. Bon. Même Charles Dickens, quand il a fait son voyage aux États-Unis, avait mis dans ses notes de voyage quelque chose sur Blackwell Island. Personne n'y avait jamais mis les pieds. Et elle a dit, je vais me faire interner pour folle, je vais me faire passer pour folle, être internée, et je vais dire ce qu'il y a là-dedans. Ce qu'elle a fait, en demandant à ses copains reporters de la sortir quand même au bout de 15 jours. Et elle a raconté effectivement des mauvais traitements. Mais tout d'un coup, c'était plus des rumeurs, c'était vrai. C'était beaucoup plus matériel et concret que les fantasmes habituels. C'était des bains pris à plusieurs, des façons de les nourrir, des insultes, mais elle a raconté. Autrement dit, et puis ça a été un énorme livre, et puis ça a conduit à la fermeture de cet asile. Autrement dit, la notion de fait, elle est délicate, parce que vous savez qu'un fait, tous les policiers savent cela, les journalistes aussi, mais finalement aussi les gens qui étudient l'histoire, un fait, ça se casse, ça disparaît. C'est un document, c'est une donnée sensorielle en général, que vous pouvez vérifier avec vos yeux, votre bouche, s'il faut goûter une purée dégueulasse qu'on vous sert dans un asile immonde, après tout, avec vos doigts, avec vos oreilles, ça s'écoute, etc. Donc en fait, un fait, c'est lié à nos corps. Et la figure du reporter, telle qu'elle est née, ça a d'abord été un personnage qui se rendait sur place en considérant qu'il avait un mandat donné par le peuple, qui était d'y aller avec son corps, et que si le peuple avait un corps pour aller se rendre partout,
eh bien, il verrait, il sentirait exactement ce que le reporter va ressentir sur place. Il faut quand même rappeler, ça c'est la base du métier, en tout cas du journalisme moderne, qui a voulu créer de l'information, et pas seulement de l'opinion, des idées. Il y a plein de choses super dans les journaux, et puis les Lumières, mais ça c'est autre chose. Bon, et c'est du narratif. C'est extrêmement fragile, pour 1000 raisons. Parce qu'évidemment, cette personne qui ressent des choses, pour vous qui est reporter, il a aussi une subjectivité. Donc vous allez dire, ouais, bon... Mais vous savez, il y a eu toute une réflexion dans l'histoire du reportage qu'on connaît mal. Les reporters ont essayé de donner une sensation universelle, c'est-à-dire en essayant de faire abstraction, c'est ce que demandaient les Pulitzer et autres patrons de presse. Ils disent, je me fiche de vos opinions, vous oubliez ça. Je veux savoir ce que vous sentez, touchez, entendez. Essayez d'avoir une sorte de corps universel. Donc il y avait un travail là-dessus, évidemment imparfait, évidemment problématique, et un travail qui était fondé sur la confiance. Il fallait que ce mandat dont j'ai parlé, qui était un mandat qui existait, vous savez, les reporters du 19e, parfois il y avait un fait divers, la police ne laissait pas entrer. On a un exemple, que moi je trouve intéressant, célèbre, d'un reporter au bout de la queue qui a sorti non pas sa carte de presse, que ça n'existe qu'en France, mais son affiliation à un journal, et il a dit « Laissez-moi passer, I am on public duty ». Je suis là pour le devoir du public, j'ai une mission. Mais cette chose-là, tant que ça marche, on peut interroger toujours ce que raconte le reporter. Et puis, la rumeur, elle peut toujours bosser pour vous faire des choses qui ressemblent à des faits, hein, bien évidemment. Mais mine de rien, il y a quelque chose qui est cette confiance. Si cette confiance craque, et craque gravement pour 1000 raisons, qu'on peut analyser la faute des reporters qui ont mal travaillé, les énormes bourdes journalistiques du XXe siècle, le fait que plein d'événements n'ont pas été bien couverts, mais aussi une méfiance à l'égard de toutes les formes de représentation, parce que c'est une forme de représentation, ce reporter. Et cette espèce de maladie moderne qui fait qu'on ne croit plus rien et plus personne, avec cette certitude qu'on nous ment et que tout est complot parce que ces gens font partie des élites, ce qui est en partie vrai, mais en partie faux aussi. Hein. Un reporter ne fait pas toujours partie de l'élite. Si ce lien va mal, alors tout est possible. Et si en plus vous ajoutez les nouvelles technologies qui font que vous avez des rumeurs fabuleusement bien faites, et des journalistes qui essayent de démentir en rappelant les règles, ces pauvres règles, j'ai vu, j'ai senti, j'ai entendu. Moi, avec mon corps, je vous dis que c'est pas vrai. Vous voyez à quoi elle ressemble, cette pauvre règle. Si on n'a pas confiance en lui, et si on a des nouvelles technologies qui fabriquent du faux fait en permanence, ça se passe mal. Donc pour moi, c'est le résultat, l'Infox, puisque c'est comme ça que vous la nommez aujourd'hui, c'est le résultat d'une longue histoire que j'appellerais un peu la vengeance de la rumeur, dans des conditions historiques complexes où il y a eu une sédimentation de couches qui ont favorisé cette vengeance. Donc en fait, les technologies auraient, dans le match contre la vérité, permis le développement des infox. Surtout le problème de la confiance. Et justement, voilà, on va rebondir là-dessus avec vous, Doré Bruyas. Donc avec Fréquence École, votre structure, votre association, vous faites de l'éducation aux médias depuis 20 ans. Donc des élèves, des jeunes, vous en avez vu un bon nombre depuis 20 ans. Cette histoire de la confiance, comment ça rebondit pour vous ? Alors, c'est une excellente question. Je pense que c'est une très jolie introduction. Ce qu'il y a de vrai, c'est que nous, au sein de Fréquence École, en tant que structure dont le métier est l'éducation aux médias numériques, et je rajoute volontairement numérique, la première chose que nous, on fait, c'est qu'on a décidé, en tout cas, de ne plus parler de vérité. On se dit, OK, tout est subjectif. A priori, tout l'est. Donc, on ne va pas évoquer le fait qu'il y ait des vérités. Après, il y a des manières aussi, parfois, d'argumenter et, en effet, de présenter des choses. Je vous donne un exemple. On a fait un programme d'intervention dans le cadre d'un financement de la préfecture en lien avec la lutte contre la radicalisation dans des collèges dits extrêmement sensibles, de zones extrêmement sensibles aussi. Ce qui est intéressant quand même, c'est d'envisager que la question de la lutte contre la radicalisation ne peut se passer que dans des zones sensibles. En tout cas, notons-le. La deuxième chose, c'est qu'il s'agissait d'intervenir auprès de collégiens. Et au départ, c'est quand même intéressant de se dire, c'est un peu d'actualité, hein, profitons-en, dans le cadre de la lutte contre la radicalisation, donc, l'objectif est d'intervenir auprès de la jeunesse pour leur montrer en fait qu'ils sont manipulés, qu'ils sont face à des fausses informations, potentiellement, et que ces informations leur font prendre des mauvaises décisions, en particulier la radicalisation. Alors, ce qui est très compliqué, ça veut dire qu'en fait, nous, intervenants,
bien souvent, issus de milieux plus favorisés, qui ont fait des études supérieures, qui sont souvent d'ailleurs pour les intervenants de Fréquence École des professionnels des médias. Ça signifie qu'ils viennent intervenir auprès de collégiens issus de quartiers difficiles, qui rencontrent des difficultés beaucoup aussi dans leur vie quotidienne, et qu'on leur dit, nous, on sait quelle est la bonne information. D'ailleurs, on va vous montrer laquelle c'est, et on va considérer que l'information que vous consommez par ailleurs et de laquelle vous discutez à la maison avec vos parents n'est pas la bonne information, et on va vous remettre sur le chemin de la vérité. Rendez-vous compte que ce n'est pas du tout possible de travailler comme ça, d'une part. D'autre part, c'est faux que de faire ça, c'est-à-dire c'est pas considérer ce qu'ils vivent et leur expérience à eux, puisqu'on a beaucoup parlé finalement de cette rumeur et de l'expérience, mais en fait la question c'est expérience versus expertise, c'est-à-dire comment est-ce qu'on tient compte aussi des deux phénomènes dans une société où tout le monde peut s'exprimer et raconter son expérience. Du coup, forcément, comment est-ce qu'on tient compte de ça dans une société connectée? Et on a fait un test préalable, c'est pour ça que c'est un test préalable pour leur poser des questions. Et on a découvert, avant de démarrer le programme, d'abord, le test préalable lui permettait d'interroger finalement pas mal de choses, et en particulier la question de leur rapport à l'information. On leur a donné des chiffres, je vais vous donner un chiffre qui est tout simple. 50% des joueurs de jeux vidéo sont des joueuses. C'est le chiffre 2018 du syndicat du jeu vidéo en France. Et donc, on leur a dit, c'est bizarre, est-ce que ça correspond à ce que vous observez dans votre vie à vous? Et maintenant, est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi, du coup, ce chiffre, il est produit? Première proposition, les chercheurs se sont trompés et ont inversé 2 colonnes et personne ne s'est rendu compte de leur erreur. OK. Deuxième proposition, les fabricants de jeux vidéo veulent vendre plus de jeux vidéo aux filles. Et donc, du coup, ils ont payé des jeunes filles pour mentir du coup sur les réponses, pour pouvoir potentiellement afficher ce chiffre-là. Troisième proposition, c'est le gouvernement français qui veut nous faire penser que la société est plus égalitaire et qui du coup a clairement manipulé les chiffres pour obtenir ce résultat. Quatrième proposition, assez subtile, vous allez voir, qui est en vérité entre guillemets la bonne réponse, mais là aussi qui peut se questionner. A priori, ils mélangent les mini-jeux sur smartphone comme les jeux de console, et c'est une stratégie de la part des éditeurs de jeux vidéo de montrer ce chiffre pour laisser penser en effet que le jeu vidéo n'est pas sexiste. Choisissez. Alors, 7% pensent que franchement les chercheurs sont capables de faire des erreurs et de se taire ensuite pour ne pas évidemment faire face à leur honte. Mais c'est vraiment pas ça qu'il faut retenir. Ils sont 55% à peu près à bien comprendre en fait que a priori en effet c'est plutôt une stratégie des éditeurs du jeu vidéo. Ils sont 25% à nous dire que c'est le gouvernement. 25%. On a fait un deuxième test sur un autre truc, c'était sur le nombre d'accidents de la route dans les virages et les lignes droites, etc. Enfin, vous voyez la même. Ils sont encore 25% à nous dire que c'est les gouvernements qui cherchent à détourner l'attention des Français des vrais problèmes que sont le chômage, etc. Du coup, ça veut dire qu'en fait, le problème de ces adolescents, enfin, si problème il y a, ça n'est pas tellement la confiance dans l'information. C'est la confiance dans le fonctionnement de notre société, et en particulier dans le gouvernement. C'est-à-dire qu'on dépêche des associations d'éducation aux médias numériques, et c'est génial, parce que du coup, nous, on a plein de trucs à faire avec ces jeunes-là, pour régler un problème, en fait, de confiance dans l'institution. Ce qui signifie que oui, l'éducation aux médias numériques peut faire beaucoup, mais elle n'est pas là en particulier pour essayer de dire à des jeunes que oui, ils peuvent avoir confiance dans le monde dans lequel on vit et qu'ils vont s'en sortir et que non, la discrimination n'existe pas et que oui, ils ont toutes leurs chances et que, alors qu'on sait très bien qu'en effet, quand on vient de REP+, d'un des quartiers les plus sensibles de la métropole de Lyon, on ne part pas tout à fait avec les mêmes chances dans la vie. On va revenir évidemment sur cette question de comment l'éducation, de façon générale, peut répondre à ces enjeux d'aujourd'hui. Mais avec vous, Thomas Huchon, j'aimerais aborder un peu les coulisses, les algorithmes Facebook. Vous vous êtes plongé un peu dans cette aventure-là pour voir comment, dans cet état des lieux qu'on est en train de faire, comment les réseaux sociaux favorisent l'émergence ou en tout cas la propagation de fake news. Expliquez-nous un peu l'expérience que vous avez menée et ses conclusions. Alors, pardon. Juste avant d'expliquer cette expérience, j'ai juste moi aussi fait un tout petit retour dans le temps. On est allé jusqu'au 19e siècle pour dire que toutes ces histoires de fausses informations existaient déjà. Je vais vous lire une phrase écrite par Voltaire à la fin du 18e siècle.
Les honnêtes gens qui pensent sont critiques, les malins sont satiriques, les pervers font des libelles. Les libelles étaient des textes qui expliquaient que Marie-Antoinette, par exemple, mangeait des enfants au petit déjeuner et qui n'étaient pas signés, et donc qui étaient des fake news de l'époque. Tout ça pour dire que ce n'est absolument pas nouveau et que ce phénomène existe depuis très longtemps. Et dire aussi quelque chose, c'est qu'on parle beaucoup de la confiance, que ce soit dans nos institutions, dans les grands médias d'information, dans la société en général. Et on oublie bien souvent une règle qui vaut aussi pour nos relations amoureuses, c'est que la confiance, ça ne se donne qu'une seule fois. Et que... Ça dépend des relations amoureuses. Ouais. En tout cas, si elle était cornée, c'est plus compliqué ensuite. Bah, écoutez, dans ma relation amoureuse avec le public français, dans mon travail de journaliste, je pense qu'il vaut mieux ne pas perdre cette confiance. On va essayer de ne la donner qu'une seule fois. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que finalement, notre rapport à tout ce qui constitue l'information et qui devrait être rationnel est en fait beaucoup moins rationnel qu'on l'imagine. Qu'il est beaucoup plus lié à nos émotions, à nos idéologies, à nos pensées, voire même à nos croyances. Et donc, quand on a posé un petit peu ce panorama-là autour du monde de l'information qui doit être justement très sérieux, presque analytique, un peu comme une enquête de police, eh ben on se rend compte que c'est très différent. Et on a aussi parfois une espèce de vision un peu idéaliste, un peu idéalisée, du journaliste comme un preux chevalier qui se battrait pour la vérité. Ne vous trompez pas, nous sommes des marchands de tapis comme les autres. La seule chose, c'est que notre tapis, c'est cette espèce d'information sur laquelle on place cette relation de confiance. Et quand elle est brisée, eh ben, notre économie tout entière, l'économie de l'information, se casse la gueule. C'est un peu ce qui se passe dans notre pays depuis une trentaine d'années, où ce lien de confiance entre le public et les professionnels de l'information s'est distancié, distendu, et c'est même rompu pour une grande partie de nos concitoyens aujourd'hui. Les chiffres du Cevipof sont assez inquiétants là-dessus et montrent bien que la profession de journaliste est très critiquée dans notre pays et qu'on lui accorde assez peu de confiance, parfois moins de confiance qu'aux hommes politiques dont nous ne faisons que répéter les bêtises dans nos journaux. Mais quand on en est arrivé à dire ça, il faut quand même essayer de comprendre comment est-ce qu'on pourrait changer les choses. Il se trouve que l'un des enjeux, c'est l'éducation. C'est un enjeu énorme sur lequel toute la société française doit se mobiliser. Pas forcément pour des raisons idéalistes, mais pour des raisons extrêmement pragmatiques. Le fait que tous nos concitoyens soient capables de lire l'information, de la décrypter, de la comprendre, c'est ce qui va nous permettre de créer un espèce d'espace commun. On va prendre cette table-là qui est entre nous, qui est entre vous et nous, et sur cet espace commun, on va essayer de mettre les faits. Les faits, c'est ce qui nous permet de discuter, de débattre, et à la fin de l'histoire, ça nous permet aussi de vivre ensemble. Le problème, c'est que pour accéder à cette table, on passe tous par de nouveaux outils, comme ce petit téléphone que j'ai dans ma main, enfin ce grand téléphone, ils sont très grands maintenant. Et sur ces outils, on a l'impression d'être beaucoup plus libre et d'aller nous-mêmes chercher une information très particulière qui nous correspond et tout, alors qu'en fait, c'est pas exactement ça. Et il y a de très nombreuses expériences, études qui le montrent depuis une dizaine d'années. Les réseaux sociaux ont profondément changé notre manière d'accéder à l'information. Il y a 15 ans, Facebook, ça n'existait pas. Aujourd'hui, ils ont plus d'adeptes que le christianisme. Et je vous garantis un truc, on va beaucoup plus souvent sur Facebook qu'on allait à l'église auparavant. Et Facebook en sait beaucoup plus sur vous que votre confesseur de l'époque, à qui pourtant vous alliez confier vos secrets les plus intimes. Et tout ça, ça modifie énormément de choses. Ça modifie énormément de choses parce que l'information que vous allez trouver sur vos fils d'actualité sur les réseaux sociaux, ni vous, ni moi, ni personne ne sait pourquoi vous la voyez, pourquoi vous voyez telle source, pourquoi vous voyez telle chose, pourquoi vous le voyez à telle fréquence.
personne n'a aucune forme de transparence sur ces algorithmes, ces formules mathématiques complexes qui régissent tous ces univers numériques dans lesquels nous passons le plus clair de notre temps éveillé aujourd'hui. Eh bien, personne n'a la moindre idée de comment ils fonctionnent. Ces algorithmes ne sont régis par aucune forme de groupe représentatif de l'intérêt collectif et citoyen, ne sont régis par aucun parlement ou presque, ni par aucune grande institution internationale qui permettrait d'y voir un petit peu plus clair. Et donc, je crois que l'un des vrais enjeux, j'ai juste terminé ma phrase, l'un des vrais enjeux, plutôt que de dire comment est-ce qu'on va lutter contre la fake news, eh ben, ça serait d'arriver à faire de la transparence sur ces très grandes entreprises qui, sans être les producteurs de la fake news, en sont les responsables de leur diffusion et qui, rappelons-le, ne payent pas d'impôts et ne respectent pas les lois de nos pays. On n'a pas idée précisément de la recette de l'algorithme, mais en tout cas, il y a des constats, c'est-à-dire que finalement, quelqu'un de droite, dans son newsfeed sur Facebook, aurait plutôt des publications qui n'iraient pas à l'encontre d'une vision de droite de la société. Est-ce que vous l'avez constaté, ça, avec votre expérience ? Oui, c'est quelque chose qu'on a pu constater, mais au-delà du film Conspirator dont vous avez parlé en introduction. J'ai réalisé un autre film sorti en juin dernier qui s'appelle La Nouvelle Fabrique de l'Opinion et qui était une expérience pendant les dernières élections européennes avec des étudiants en journalisme de l'école de Sciences Po. On a créé 6 profils sur Facebook de fausses identités. Chacun de ces profils politiques ces profils Facebook avait une affiliation politique. On avait un gilet jaune, un insoumis, un génération PS, Glucksmann, je ne sais pas trop qui il était. À la fin, ils ne savaient plus non plus qui ils étaient eux-mêmes. Un Macron, un les Républicains et un Rassemblement National, je me perds toujours. Et du coup, on a suivi pendant 90 jours, les 3 derniers mois de la campagne européenne, non pas comment les partis faisaient campagne sur Internet, mais ce que Facebook faisait remonter comme type d'information pour nos 6 profils. Et là, effectivement, c'est très particulier. On a systématiquement, dans tous les univers, un appel à l'émotion, à la violence. Tout va dans le même sens ou dans l'idée de créer soit une forme d'adhésion très forte, soit de rejet très fort. Un appel systématique à des images clivantes, choquantes, extrêmement dérangeantes. Et à un moment, dans notre expérience, un fait d'actualité mondialement traité par toutes les chaînes d'information, tout le monde s'y intéresse, l'incendie de Notre-Dame de Paris. Au moment de l'incendie de Notre-Dame de Paris, on va avoir 6 réalités absolument différentes sur nos 6 profils. Chez le Front National, c'est les musulmans qui ont foutu le feu. Chez Macron, c'est les Gilets jaunes. Chez les Gilets jaunes, c'est Macron. Chez les Insoumis, il y a trop d'argent pour reconstruire. Et chez Génération Glucksmann, ils ne se sont même pas rendus compte qu'il y avait Notre-Dame, ils continuent à s'engueuler. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que 6 personnes qui ont potentiellement le même âge, qui ont potentiellement la même sociologie, qui sont potentiellement dans la même ville, qui vivent dans le même pays, qui suivent les mêmes médias, ils peuvent vivre dans 6 réalités, non pas différentes, mais contradictoires, opposées. Mais comment voulez-vous qu'on arrive à vivre ensemble dans cette réalité-là ? Mais c'est pas neuf, ça. C'est pas neuf. Tu peux pas dire ça. C'est pas neuf. Depuis le début de ce débat, on voit que c'est pas nouveau. Mais ce qui est nouveau, en tout cas, c'est les réseaux sociaux, les nouvelles technologies. Géraldine Mühlmann, pour vous, quelle est la responsabilité des réseaux sociaux dans cette défiance généralisée aujourd'hui face aux infos présentées comme vraies ? Moi, spontanément, j'ai du mal à accuser une technique toute seule. C'est une technique de communication, mais aussi d'information au passage. Je parle de l'Internet, du numérique. Tous les chercheurs, moi je dois tous les jours au numérique des choses, la facilité d'accès à des sources dans une bibliothèque au bout du monde, non seulement l'accès au catalogue, mais l'accès parfois aux documents. Je pense que la technique elle-même, on ne peut pas en faire un vice en soi. Je préfère dire ce que j'ai dit tout à l'heure, qui me paraît avoir utilisé les réseaux sociaux plus qu'être né des réseaux sociaux. Il y a une méfiance installée maintenant depuis assez longtemps
dans cette méfiance, les journalistes ont aussi une part de responsabilité, mais elle les déborde complètement. Qui est que celui qui était, au départ, je reprends la métaphore de tout à l'heure, on public duty, au service du public. Ça s'est construit comme ça, la figure du reporter, la figure du journaliste. Je vais chercher les faits, je vais vérifier, je vais au bout du monde, vous ne pouvez pas y aller, vous avez vos vies privées, professionnelles, je vais le faire pour vous. Vous pouvez me faire confiance, c'est mon métier. Cette relation-là est en crise profonde, tout le monde le sait depuis très longtemps. Il y a des raisons complexe, par exemple le fait que ça n'a pu vraiment marcher que dans des pays où la presse s'est installée comme un contre-pouvoir. Or, chez nous, il y a souvent eu des soupçons de connivence avec le pouvoir et cette notion de contre-pouvoir était moins claire. Donc on se disait, mais ah ouais, c'est pour ça que ça vous sort, on vous sort ça tout de suite, le gouvernement. C'est-à-dire le gouvernement est partout, même là où il ne devrait pas être. Il y a eu surtout les belles bourdes journalistiques. Je pense à, évidemment, ceux qui étaient nés, l'épisode de Timisoara en 89, où un charnier qui était complètement fake a été validé par des journalistes du monde entier, surtout par ceux qui n'étaient pas sur place, parce que je rappelle toujours qu'il y avait un journaliste de Libé qui était sur place, qui s'est fait engueuler par sa rédaction parce qu'il disait qu'il y avait au plus 80 morts et que c'était quand même bizarre, ils avaient l'air de sortir de la morgue parce qu'ils étaient tout ouverts et recousus, et qu'on lui dit mais t'es complètement fou, mais il y a des milliers de morts, mais il n'y a qu'à lire le Washington Post. Et lui dit, oui mais moi je suis là, je suis en Roumanie, c'est bizarre. Bon. Donc au fond, vous voyez, le métier s'excuse rarement. Il dit rarement excusez-moi, j'ai fait une bêtise, on s'est trompé, c'est grave. C'est grave parce que la confiance ne donne qu'une fois. Ça peut se rabibocher un peu, mais ce rapport-là qui exige de reconnaître quand on s'est trompé, il est mal installé, il a toujours été mal installé à la décharge du métier. Le métier est très attaqué, y compris par les pouvoirs. Donc c'est aussi pour cela que quand lui, en tant que pouvoir, fait des erreurs, il a du mal à se mettre dans cette situation qui lui apparaît comme une situation de faiblesse, alors qu'en vérité, nous savons tous que la plus grande force est de savoir dire pardon. C'est une façon d'humaniser, de dire, bon, je ne suis pas mis en question profondément, mais je peux faire des erreurs. Donc il y a tout un tas de choses. Quant au numérique, là, c'est plutôt l'enseignante qui va vous parler. Ce qui, moi, m'affole depuis quelques années un peu, même si j'essaye de modérer, d'éviter de généraliser mon expérience, c'est que je pense que le fond du problème, c'est la confiance, le complotisme, c'est ça le fond du problème. Mais le fond, disons, de cette petite chose qui vient s'ajouter et qui est souvent là, c'est c'est qu'on ne sait plus bien ce que c'est qu'un fait. C'est-à-dire que quand je demande un exposé à un étudiant de sciences politiques, sur un auteur par exemple, je vais, au lieu qu'il lise le livre, je vais me taper tous les commentaires, pas toujours les plus intelligents du net, jusqu'à parfois, sur des auteurs importants et des textes célèbres, entendre une fake news totale, qui est démentie immédiatement par le texte que je leur ai distribué. Immédiatement démenti. Mais ils sont allés sur Internet chercher sur des sites de commentaires quelconques, sans se demander qui était la source, c'est-à-dire le b.a.-ba, non pas seulement du journalisme, mais de la recherche, c'est-à-dire de savoir qui a donné l'information, à partir de quelle source, à partir de quel rapport à un document. Il y a des données quand même. Finalement, ça n'est plus très clair. Donc ça, c'est vrai que ça m'inquiète parce que j'essaie de leur dire de temps en temps, vous faites de la recherche, mais comment vous allez récolter vos données sur des mémoires? C'est typique, je vais les regarder sur Internet. Bon. Et je leur dis, mais attention, parce qu'il y a quand même des règles, un fait virtuel est peut-être un vrai fait, mais vous devez mettre en œuvre des techniques de vérification. Donc ça, c'est vrai qu'il y a une habitude de la virtualisation du monde, en vérité, qui fait que d'ailleurs la plupart des textes, moi je suis très inquiète sur l'avenir des textes, c'est-à-dire que bientôt on va nous faire dire à Descartes et Kant à peu près le contraire de ce qu'ils ont raconté. C'est déjà à peu près en cours sur Nietzsche, puisqu'on l'accuse en général d'être l'inventeur des fake news, maintenant c'est le nouveau truc. Enfin je veux dire, on ne lit plus. C'est-à-dire qu'on fait dire... Bon, ça, c'est un autre problème. Il serait moins grave s'il n'était pas soutenu par cette méfiance fondamentale, parce que vous comprenez bien qu'elle est là vis-à-vis de l'enseignant aussi. Elle est là vis-à-vis... Parce que qu'est-ce qu'on est, nous? On est des représentants d'un certain savoir. Des intermédiaires, finalement. On peut se tromper, d'ailleurs. C'est très important de dire aux étudiants quand on s'est trompé. Quand on a fait une erreur dans la réponse, c'est pas tout à fait ça qu'a dit l'auteur, etc. Bon. Et donc, il y a un certain nombre de transmetteurs très différents
qui ne sont plus crus, quelque chose qui ne va pas. Pour moi, c'est le fond du problème, cette atmosphère. Et ça pose la question de l'éducation. On va en venir à notre deuxième partie et je vous propose qu'elle soit introduite, cette deuxième partie, par une question de Valérie Théron qui nous pose cette question par vidéo. Valérie Théron qui est donc directrice Orange pour le Grand Sud-Est. Si la technique veut suivre. C'est un complot. Ouais, clairement. Je viens de vous donner une fake news en direct. Voilà. En tout cas, bon appétit. Alors, on va peut-être, si la technique ne suit pas, c'est pas grave. Ce qu'elle nous disait, Valérie Théron, en fait, c'était vraiment la question de l'éducation. Comment véritablement, quelles sont les pistes, les solutions pour parvenir à cette éducation? Bonjour, je suis Valérie Théron, directrice Orange pour le territoire Grand Sud-Est. Aujourd'hui, la question que je voudrais vous poser est la suivante. Face aux défis que représente le traitement de l'information dans nos sociétés, comment pouvons-nous favoriser l'éducation à l'ensemble des médias, les nouveaux médias et les médias traditionnels? Voilà, c'est une question que je vais poser directement à Doré Bruyas. C'est une excellente question. La réponse est forcément très très longue et très très complexe. Du coup, peut-être 3 choses à noter. Moi, je pense que pour favoriser la question de l'éducation aux médias numériques et aux médias tout court, enfin, en tout cas à l'intégralité des médias, il faut d'abord faire de la lutte contre les représentations. C'est-à-dire, il faut faire de la recherche, il faut faire de la recherche-action. Il faut réfléchir aussi à ce que ce développement des médias vient questionner chez nous, parfois bouleversé. On peut être tenté aussi de penser que c'était mieux avant. Alors, dans ce cas-là, pourquoi? Et ça peut valoir le coup d'essayer d'analyser finalement de quoi... Là, on l'a beaucoup évoqué, je prends un exemple. On vit aussi ce qu'on appelle une crise d'un métier qui est finalement bouleversé aussi par le développement du numérique. C'est le métier des journalistes qui est vraiment bouleversé. Et la question qu'on pourrait légitimement se poser, c'est de dire est-ce que ce métier ne doit pas changer, muter, s'interroger, se repenser, etc. Est-ce que les lieux de formation sont les bons lieux? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à réinventer? Donc ça, ce serait plutôt penser la question d'ailleurs du rôle du journaliste dans la société. Mais si on parle d'éducation, donc du jeune public... Donc, première idée, faire des études, produire de la recherche. Il y a plein d'études qui nous montrent, par exemple, c'est ce que je te disais tout à l'heure, Thomas, qu'aujourd'hui, un adolescent, quand vous lui demandez combien, par exemple, de séries il regarde, si on posait la question dans les années 80, on obtenait péniblement 20 trucs différents, à peu près, quoi. Si on lui demande aujourd'hui, en fait, et qu'on demande à un ensemble de jeunes sur un groupe d'une classe d'âge, on obtient récemment, on l'a fait l'année dernière, on obtient 300 réponses. 300 réponses. Ça veut dire aussi qu'ils ont accès à beaucoup plus d'informations que ceux dont on pouvait disposer. Moi, en l'occurrence, j'avais 3 chaînes, 5 chaînes. Donc, du coup, évidemment, c'était quand même difficile de faire de la diversité en termes de consommation culturelle. Et là, face enfin, regardez en kiosque le nombre de magazines qui sortent, regardez le nombre de médias qui existent, c'est fou. C'est fou. Donc, du coup, imaginons que pour ces adolescents-là, la première chose aussi à se représenter, c'est ça, c'est cette grande diversité médiatique, et de voir comment est-ce que dans cette grande diversité médiatique, il y a des biais, et en particulier des biais de confirmation. En effet, si vous êtes de droite, il y a plus de chances que vous lisiez Le Figaro, qui va venir confirmer des choses que vous pensez déjà, et si vous êtes de gauche, il y a plus de chances que... Ça a été longtemps travaillé quand même dans les écoles de journalisme, mais même en éducation aux médias, c'était la première approche. Aujourd'hui, c'est plus nuancé, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que savoir exactement ce média, par qui il est tenu, quelle est l'intention de ce média, quel est son modèle économique, etc. Par contre, moi, je continue de penser quand même qu'on a des biais de confirmation qui font qu'on va aller, évidemment, chercher l'information qui nous va bien. Et peut-être la troisième chose à dire, c'est qu'il faut développer des compétences techniques. Aujourd'hui, les jeunes qui naissent dans notre société ont des problèmes de compétences. On a du mal à se leur présenter parce qu'on se dit, bah non, ils sont nés avec le numérique, ils l'utilisent depuis qu'ils sont hyper jeunes, etc. Non, ils ont des problèmes de compétences. Ils ne comprennent pas, par exemple, la question de la gouvernance des données. Ils ne comprennent pas d'où viennent les données, comment elles sont stockées, comment est-ce qu'elles sont transmises, d'une part. Mais d'autre part, ils ne comprennent pas non plus qu'on vit aujourd'hui dans une société des médias et de l'information et que du coup, pour pouvoir survivre dans une société des médias et de l'information, il faut comprendre les mécanismes, justement, des médias et de l'information. Est-ce que par défaut, aujourd'hui, notre identité numérique, elle est publique et qu'ensuite, c'est la compétence qui nous permet de maintenir une zone privée?
Je pense que c'est les questions qui vont aujourd'hui traverser l'éducation. Et ça veut dire que ça concerne aussi bien les profs d'histoire que les profs de maths, que les enseignants, mais aussi que les acteurs de l'éducation populaire qui interviennent dans les quartiers, qui interviennent dans les structures de loisirs auprès des jeunes, pour savoir qu'est-ce qu'ils vont faire de ce média-là. En fait, c'est déceler l'intentionnalité de l'émetteur du message. Absolument. Son intentionnalité et évidemment qui il est, comment il le dit aussi, comment il le dit pour me séduire, quoi. Puisque du coup, la question, on faisait référence aux problématiques de l'utilisation de l'émotion dans les médias, mais c'est quand même pas neuf. On oublie tout le temps. Moi, je regarde très souvent un sujet de 1984 qui était au journal télévisé, qui était l'accident du quart de Beaune. Pourquoi je le regarde souvent? Parce que je trouve que c'est éloquent. Si vous avez 2 minutes, vous allez sur le site de l'INA, vous tapez accident du quart de Beaune. Souvent, on entend dire oh là là, les médias d'aujourd'hui, on aime vraiment la violence, etc. Regardez les sujets de 1984, hein. Je vous assure. Hein. C'est un traitement journalistique qu'on a oublié et qui montre bien qu'on a aussi idéalisé une sorte d'information qui serait celle d'avant et qui serait beaucoup plus, je ne sais pas moi, standardisée, neutre, plus travaillée. L'accident du quart de Beaune, c'est un sujet qui est dégueulasse. Dégueulasse. On entend des mères qui pleurent et qui s'effondrent, on filme la douleur des gens au plus près, c'est horrible. Et en même temps, à l'époque, c'est fait par des journalistes absolument encartés pour une télévision publique, etc. Donc, comment est-ce qu'aussi on pense cette place de l'information dans nos vies aujourd'hui et comment est-ce qu'on apprend aussi à relativiser l'information, à en effet croiser ses sources. Peut-être un dernier truc que je veux dire, il y a un ouvrage qui est sorti dont vous avez certainement entendu parler qui s'appelle « La fabrique du crétin digital » de Desmurger, c'est le moment où je le dis. Cet ouvrage, par exemple, c'est un ouvrage scientifique. Ce monsieur, a priori, il a un doctorat, donc il y a un HDR, donc quelqu'un qui était habilité à diriger des recherches doctorales, qui lui a donné son doctorat, enfin pas que, il y avait un jury, etc. Je ne comprends pas encore comment c'est possible, très honnêtement, car quand vous lisez cet ouvrage, si vous avez 2 minutes vraiment, vous allez voir ce qu'est le biais de confirmation. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a une thèse et qui utilise des données qui existent pour venir confirmer une thèse sans entreprendre une démarche plus complexe et critique de son travail de chercheur. C'est pour vous dire que ce truc, ça a été relayé de partout, parce que c'est un chercheur, et qu'on ne questionne pas la légitimité du travail de Desmurger. Moi, je le questionne parce que c'est mon métier. N'empêche que ce que ça vient dire aussi, c'est que l'information, ce sera toujours un truc dont on débat, et c'est une bonne chose d'envisager de le débattre. Et moi, je refuse de penser que parce que monsieur a un doctorat, ce qu'il raconte, c'est vrai. Thomas Hichon, peut-être un mot sur l'approche qu'il y avait derrière Conspi Hunter, donc ce faux documentaire, où vous démontriez par A plus B, peut-être, que la CIA avait inventé le sida. Quelles étaient les réactions des élèves? Et encore une fois, quelle approche derrière tout ça? Mais en fait, effectivement, je crois qu'il y a un vrai besoin de la société française en termes d'éducation aux médias. Et il y a un besoin pour les journalistes professionnels de sortir de leur bulle médiatique et d'aller sur le terrain, déjà, d'une part, pour faire corps avec l'information et pouvoir la dire telle qu'on la voit. Je fais juste une toute petite parenthèse. Quand on parle de fake news, on revient souvent au 11 septembre et aux théories du complot autour du 11 septembre. Thierry Messant, qui expliquait qu'il n'y avait pas d'avion qui s'était crashé dans le Pentagone, par exemple, ne s'est jamais rendu aux États-Unis, ce qui était quand même un élément qui aurait dû alerter les lecteurs sur le fait qu'il disait peut-être pas que des trucs vrais. Voilà, Monsieur Messant est aujourd'hui conseiller en communication pour Bachar el-Assad en Syrie. Vous verrez que son parcours de journaliste brillant a été réussi de A à Z. Dire une petite chose, qu'on a commencé cette discussion en parlant de Russia Today et de Sputnik. Il me semble, pour les voir s'en vanter à de très nombreuses reprises sur les réseaux sociaux, que les journalistes de Russia Today disposent de la carte de presse dans notre pays. Moi qui suis journaliste d'investigation indépendant, qui ai sorti de très nombreux films, je n'ai pas la carte de presse, voilà, parce que c'est un truc qui est très administratif, comme la France sait très bien les inventer, et que quand on fait de l'information en vidéo sur Internet, on n'est pas considéré comme un journaliste, il faut écrire. Si on fait que des films, on n'est pas un journaliste. Du coup, mais ça pose quand même le fait que c'est pas la carte de presse qui fait le journaliste et que c'est beaucoup plus compliqué que ça et qu'il y a plein de choses voilà, derrière tout ça. Alors pour revenir à l'approche vraiment, l'expérience Conspi Hunter. Voilà, et revenons là-dessus. En gros, qu'est-ce qu'on a fait? En 2015, avec l'explosion de tout un tas d'horreurs sur Internet après les attentats de janvier, avec un certain nombre de confrères, on s'est interrogé sur ces trucs-là et on a essayé de chercher une solution de lutter. De à la fois tirer une sonnette d'alarme et de permettre de donner des clés aux plus jeunes pour s'informer sur Internet.
Et donc l'idée, ça a été de s'infiltrer dans l'univers de la complosphère, donc des gens qui croient aux théories du complot sur Internet. C'est quand même un univers très empreint d'extrême droite, c'est un univers idéologique très particulier où tout n'est que mensonge, horreur, voilà. Et on a créé un mensonge. On a donc inventé un truc qui disait que le sida avait été inventé par la CIA pour s'attaquer aux Cubains, que c'était la vraie raison de l'embargo, parce qu'on avait été inoculé le Che Guevara de nuit avec l'opération Mangouste en lui faisant des piqûres pendant son sommeil, que pendant l'embargo, les Cubains, avec leur médecine géniale, avaient trouvé le vaccin contre le sida, et que la fin de l'embargo de 2015, voulu par Barack Obama, n'était en fait qu'un écran de fumée pour permettre aux multinationales de la santé de récupérer ce vaccin contre le sida, et à François Hollande de s'embarquer derrière Barack Obama pour voler le vaccin au peuple cubain. Ce film, on l'a mis sur Internet, il a eu un succès certain dans tout un tas de petits micro-milieux. Il a été vu à peu près 10 000 fois sur YouTube en 3 semaines. Il a été repris par tout un tas de sites de réinformation, comme ils aiment s'appeler, qui expliquaient que mon personnage fictif, Lionel Perrotin, était un lanceur d'alerte extrêmement brillant et méritant, et qu'il fallait l'aider à révéler la vérité sur le sida. Ce petit film, alors que ce n'était pas du tout notre objectif à la base, il est devenu un outil pédagogique à la demande d'enseignants qui ont contacté Spicy, donc le média avec lequel j'avais produit ce film, et qui m'ont contacté moi directement dans les réseaux, grâce aux réseaux sociaux. Et ben on s'est rendu dans les classes. Moi je me suis rendu dans plus de 120 classes, dans plus de 80 villes de France au cours des 3 dernières années, pour faire à chaque fois le même exercice. On arrive, ils ne savent pas du tout ce qui va se passer, on monte le faux film. Il tombe dans le panneau, bien entendu, à de très nombreuses reprises. Grosso modo, on a 50 à 75% de la classe qui tombe dans le panneau, mais c'est normal. Vous avez votre enseignant qui fait venir un journaliste professionnel pour vous montrer des vidéos en classe. Il n'y a aucune raison de se méfier. Et bah, paf, on en profite et on leur ment quand même. Et donc, du coup, l'idée, c'est quoi ? C'est de créer un ascenseur émotionnel. C'est de créer un ascenseur sur « Ah ouais, ah c'est vrai, ah je savais monsieur, la CIA, mais ouais, les Américains, le sida, mais ouais, on savait. » Là, du coup, on révèle le poteau rose, ils tombent de leur chaise et ils font « Oh, vous nous avez pris pour des bolos, monsieur, c'est pas possible, ouais. Oh, ça va pas. Oh ouais, il nous a pris pour des bolos, là, t'as vu ?» Bon. Et du coup, à ce moment-là, on discute avec eux, on essaie de prendre 1 heure, 1 heure et demie. Ouais, je le fais bien parce que c'est vraiment du vrai vécu, donc je la connais bien la phrase maintenant. Ouais, monsieur. Et du coup, on essaie d'établir une espèce de méthode. Tout à l'heure, vous avez posé la question, après avoir regardé Russia Today pendant 1 semaine, comment est-ce qu'on peut vérifier une information ? Comment est-ce qu'on peut se faire sa propre opinion sur les choses ? Les faits, c'est une notion un peu compliquée, mais il y a quand même la possibilité d'arriver à remettre quelque chose un peu sur cette table-là, cette table au fait, cette table au commun qui va nous permettre de discuter et de vivre ensemble. Nous, on a inventé une méthode qui vaut ce qu'elle vaut, qui est la méthode dite du trépied. Pourquoi du trépied ? Parce que si vous enlevez un pied au trépied, il se casse la gueule. Et cette méthode, elle comporte 5 questions. Et si on enlève une question, tout le raisonnement se casse la figure. C'est 5 questions très simples. Est-ce que c'est signé ? Est-ce que c'est daté ? Est-ce que c'est sourcé ? Est-ce que c'est recoupé ? Et est-ce que c'est contextualisé ? Si vous arrivez à répondre à ces 5 questions, normalement, vous évitez 95% des horreurs. Ça ne veut pas dire que ça marche à tous les coups, ça veut dire qu'il faut bien se poser la question. Voilà. Le problème, c'est qu'on ne prend jamais le temps de se poser ces questions-là, et on le prendra d'autant moins que notre accès à l'information se fera sur des plateforme extrêmement immédiate où tout se fait avec un tâtonnement du bout du doigt. Voilà. Il faut quand même savoir quelque chose, c'est que plus de 60% des articles qui sont partagés sur les réseaux sociaux, notamment Facebook en particulier, ne sont pas lus par les gens qui les partagent. Ils n'ont lu que le titre de l'article, parfois la première phrase. Il y a d'ailleurs des chercheurs américains qui ont fait une étude récemment. Ils ont créé un titre d'article qui avait l'air très sérieux. Le début de l'article, c'était « Cet article n'est pas vrai, il ne dit que des conneries ». L'article a été partagé des milliers et des milliers de fois par des gens qui disaient « Attention, regardez, il y a des fausses informations ». Mais donc du coup, il y a un moment, on pourra imaginer tout un tas d'outils techniques et tout. Il n'y aura jamais de machine à penser, il n'y aura jamais de machine à réfléchir. Il va falloir équiper les cerveaux, et pour équiper les cerveaux, il va falloir aller à l'école, aider les plus jeunes. Mais on va quand même dire un truc, parce que là, je vois pas mal de jeunes au 1er, au 2e étage, et ils doivent un peu avoir les oreilles qui sifflent à force de nous entendre dire qu'ils ne savent pas s'informer.
Il y a plein d'études qui montrent que la majorité des fake news qui sont partagées sur les réseaux sociaux le sont par des personnes de plus de 60 ans. Donc, je pense que c'est un phénomène qui nous concerne tous. Hein, et donc, je pense qu'il faut, il faut tous prendre un tout petit peu de temps. Peut-être juste un truc comme ça, un truc qui ferait une petite respiration, quoi. Ça donne le temps de réfléchir, ça oxygène le cerveau. En général, ça suffit à éviter une connerie, ça. Hein. Une prise de recul et donc l'éducation pour tous, hein, et pas seulement pour les plus jeunes. Exactement. C'est ainsi qu'on va terminer. J'aimerais juste vous donner une info. Selon un sondage via Voice, plus de 9 Français sur 10 considèrent le journalisme comme un métier utile. Donc on peut dire qu'il y a encore un peu d'espoir. Et 61% des Français ont une attente vis-à-vis des journalistes pour qu'ils vérifient les informations fausses, les rumeurs et la désinformation. Voilà. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. Merci à tous.